Demain, le chef de l'État sera en visite dans la région des Grands Ponts. Avant son arrivée, son épouse a fait don de matériel et de vivres aux populations de Grand Laou. Dominique Ouattara leur a offert plusieurs lots de matériel d'une valeur de 100 millions de francs CFA. Dans ce journal, les mises au point du directeur de cabinet adjoint du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, Pierre Doux, a fait la lumière sur la situation des ex-agents déflatés afin de mettre un terme aux menaces de grève annoncées dans les établissements sanitaires. En sport football, la deuxième demi-finale de la 52e édition de la Coupe nationale 2015. La SEC d'Abidjan est tombée cet après-midi face au club omnisport de Boisflé. Score final, 4 tirs au but à 2 au détriment des jaunes et noirs. Le CIO Boisflé a donc son ticket pour la finale. Et puis, à l'étranger, la mort de celui qui était présenté comme le numéro 2 du régime burundais de Pierre Nkurunziza, le général Adolphe Nshimirimana, a été tué lors d'une attaque contre sa voiture. Voilà pour l'essentiel des titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. C'est demain que le chef de l'État sera en visite dans la région des Grands Ponts. Avant son arrivée, son épouse a fait don de matériel et de vivres aux populations de Grand Laou. Dominique Ouattara leur a offert plusieurs lots de matériel d'une valeur de 100 millions de francs CFA et l'augmentation de l'enveloppe FAFSI de la région. Thomas Guessambi. Du baume au cœur, Dominique Ouattara en apporte encore pour Grand Laou 12 mois après. Cette fois, pas en situation de calamité comme en août 2014, mais dans la dynamique de communion et de vision partagée du développement. Inondé hier par des pluies torrentielles, Grand Laou a été inondé ce week-end de dons de grande utilité de l'épouse du chef de l'État. Une expression de solidarité de Dominique Ouattara qui en tout temps accorde une place de choix à Grand Laou dans son cœur, dira Patricia Sylvie Yao, sa représentante. Votre sœur, Madame Dominique Ouattara, est celle-là même qui se tient à vos côtés dans la douleur, dans la tristesse, dans le malheur, dans les larmes. Mais elle est également celle qui se tient à vos côtés dans les événements heureux, comme celui qui nous rassemble aujourd'hui, c'est-à-dire la visite du chef de l'État. Elle est encore là pour vous dire que c'est un soutien inconditionnel et à toute épreuve que Mme Dominique Ouattara apporte à ses sœurs de Côte d'Ivoire. Grand Laou se félicite d'avoir un tel prix aux yeux de la première dame et de son époux. Et nous sommes fiers d'acclamer très fort le président Alassane Ouattara, qui a une épouse dynamique et fidèle à ses engagements vis-à-vis de ses sœurs. Et encore aujourd'hui, elle nous envoie des moyens financiers pour que nous puissions nous prendre en charge. Les mots me manquent au nom de toutes les femmes de Grand Laou pour lui dire merci. À Grand Laou, ce sont au total 100 millions de francs CFA de dons de matériel, plus une augmentation de 100 millions de francs CFA de fonds d'appui aux femmes que la première dame Dominique Ouattara apporte à Grand Laou avant la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara. Dominique Ouattara, par la voix de sa directrice de cabinet, a aussi fait un geste à l'endroit des populations de Dabou. Là-bas, on enregistre 150 millions de francs CFA de dons d'équipement et une augmentation de l'enveloppe FAFSI de 50 à 150 millions de francs CFA, des dons annoncés à la place Henri Konan Bédié de la ville. On retrouve Thomas Guessambi. Rencontre don de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, femme de Leboutou. Un match qui tient toutes ses promesses. À la dimension des dons de Dominique Ouattara, d'une valeur de 150 millions de francs CFA, les femmes de Dabou sont sorties. Elles sont sorties dans leur diversité, véritable richesse de cette ville, chargée d'histoire pour accueillir Yao Patricia Sylvie et la délégation qu'elle conduit au nom de l'épouse du chef de l'État. Dominique Ouattara connaît vos besoins et veut autant que faire se peut contribuer à leur satisfaction, dira à l'occasion la directrice de cabinet de la première dame. Madame Dominique Ouattara a toujours été proche de ses parents de Dabou, parce que Dabou est une ville chère au cœur du président de la République et à la première dame. Il ne peut en être autrement. Dabou est une ville particulière pour le couple présidentiel. Chère sœur de Dabou, vous avez entendu parler du FAFSI.
vous en avez bénéficié à hauteur de 50 millions. Madame Dominique Ouattara, la première dame, votre sœur, me charge de vous dire qu'à compter de ce jour, Dabou bénéficie en plus de 100 millions de francs CFA pour faire 150 millions au titre du FAFSI dans le département de Dabou. Après avoir entendu ces bonnes nouvelles, ce sont des femmes remplies de joie qui bénissent l'heureuse donatrice. Dites à Madame la Première Dame qu'ici à Dabou, nous savons et apprécions le combat pour la dignité et l'émancipation de la femme, le combat pour l'éducation et la protection de l'enfant et de la jeune fille qu'elle mène auprès de son illustre époux, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Nous sommes tellement heureuses. Je me dis que nous n'avons pas de mots pour lui dire merci pour ce qu'elle vient de faire pour nous. Ça nous dépasse. Vraiment, cette femme au grand cœur que Dieu nous a donné et nous souhaitons qu'elle et son mari vivent longtemps. Et c'est toute une première dans l'histoire de Dabou. Vraiment, je dis merci à la Première Dame, vraiment d'avoir pensé à nous. Avec ces fonds, aujourd'hui, les femmes sont heureuses parce qu'elles se prennent en charge et quand il y a des problèmes à la maison, avant que monsieur ne vienne, déjà ils ont déjà réglé le problème. Vraiment, nous lui disons merci et que Dieu lui donne longue vie, elle et son mari. La place Henri Konan Bédié de Dabou. Les femmes honorées et leurs parents y donnent rendez-vous au couple Ouattara pour lui exprimer de vive voix leur infinie gratitude. Et hier matin, Dominique Ouattara était à Blocos, dans la commune de Cocody. La première dame a assisté à la messe d'action de grâce célébrée par le cardinal Jean-Pierre Coutois à la paroisse Saint-Pierre du village. Le compte rendu de Viviane Haïm. Blocos en fête ce samedi 1er août pour dire merci à Dieu par une messe d'action de grâce dite en sa paroisse Saint-Pierre d'avoir élevé son fils à la dignité cardinalice. Son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois. Intense bonheur partagé par toute la communauté tchaman rassemblée ce samedi. La chefferie coutumière des 103 villages revêtue de ses plus beaux atours, aussi ses fils et ses filles en tenue de fête, confectionnés en pagne uniforme. Bonheur partagé aussi par le président de la République Alassane Ouattara, représenté pour l'occasion par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, venue accompagnée d'une forte délégation du cabinet présidentiel et du gouvernement. Le choix de ce 1er août n'était pas pur hasard. En effet, il y a 44 ans, jour pour jour, le fils de Blocos, alors nouvellement ordonné prêtre, célébrait sa première messe d'action de grâce dans son village. Ce jour-là, la communauté Atchan s'était sentie fière d'enregistrer son 3e enfant devenu prêtre. Ce samedi 1er août 2015, sa ferveur était encore plus grande au vu de ce fils devenu cardinal. Son bonheur était d'autant plus décuplé qu'en l'espace des 44 années, des 3 prêtres d'alors, elle compte aujourd'hui dans ses rangs 110 de ses fils ayant endossé la tenue sacerdotale. D'où ce sentiment de reconnaissance à Dieu qu'elle pouvait difficilement réprimer. Elle a fait aussi de nombreux présents à son illustre fils. Également le président de la République qui a offert un présent en forme de numéraire. Dans l'homélie qu'il a eu la charge de prononcer, l'archevêque métropolitain de Bouaké, Monseigneur Awana Dro Siméon, en rappelant les nombreux sacrifices liés au poids de la mission, qui est désormais celle du nouvel élu, a invité l'Église de Côte d'Ivoire à le soutenir en prière. Il a encore rappelé que le cardinal Coutois n'appartient plus désormais ni à sa famille, ni à sa communauté de naissance. Éminence, nous sommes autour de vous aujourd'hui. Nous, vos frères, vos parents, vos amis, vos prêtres, venus vous entourer pour cette Eucharistie spéciale que vous présidez en ce jour. Avec vous, nous mesurons le poids de la charge que vous êtes appelés à accomplir dans l'Église. Nous voulons vous redire que vous n'êtes pas seul, Éminence, que vous n'avez jamais été seul et que vous ne serez jamais seul.
toute l'Église de Côte d'Ivoire prie pour son cardinal que vous êtes. Tous, nous prions pour vous. Nous intercédons en votre faveur pour que vous puissiez, à votre tour, raffermir vos frères ivoiriens embourbés dans des contradictions dont ils peinent à sortir. Officiant principal de cette messe d'action de grâce, le cardinal Coutois a achevé sa célébration par de longs remerciements à l'Assemblée venue prendre part à cette messe d'action de grâce. Il a adressé des remerciements particuliers au président de la République et à la première dame. En disant ma reconnaissance au Seigneur, je voudrais me tourner vers vous, Madame la Première Dame, ainsi que vers votre époux, pour vous dire, Nancy, merci pour l'amitié et la fraternité dont je suis l'objet de votre part. Merci pour votre grande contribution à la construction de cette église de Blocos au temps où vous étiez nos voisins. Que Dieu, qui s'est récompensé pour le petit verre d'eau donné avec amour, pose sur vous sa main puissante dans l'exercice de votre mission à la tête du pays. Le fils de Blocos a fait une longue adresse en langue hatchan à l'ensemble de sa communauté pour la remercier et adresser avec elle des remerciements à l'Éternel. Et il a conclu en donnant sa bénédiction finale à toute l'Assemblée. En quittant Blocos ce samedi, la Première Dame s'est réjouie de ce moment de partage avec les habitants de ce village. Je suis venue représenter le président de la République à cette messe d'action de grâce pour soutenir notre ami et notre frère, le cardinal Jean-Pierre Coutois. Et je suis très heureuse et très émue d'être ici à Blocos après de si nombreuses années et de revoir mon église. C'était chaleureux, c'était émouvant et je suis très heureuse d'être venue. Et merci beaucoup à toute la communauté de Blocos. Autre sujet, pour sa première sortie officielle, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance s'est rendue à la direction des renseignements généraux. C'était vendredi, ici à Cocody. La séance de travail a permis d'établir une coopération étroite entre les deux institutions afin de mettre les renseignements généraux au service de la bonne gouvernance et de la paix. Moussa Koulibaly, Herman Niamia. Cela fait maintenant quelques semaines. Seydou Eliman Diarra, président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance dans les locaux de la Direction des renseignements généraux. Selon le président de cette institution, cette visite vise la mise en place d'une collaboration étroite et parfaite entre les deux institutions. Vous rencontrez, bâtir une coopération entre vous et nous. Et je pense que nous allons asseoir les bases de cette coopération et qu'à partir de maintenant, nous pourrons travailler dans de bonnes conditions. C'est pour rassurer les Ivoiriens, rassurer les dirigeants du public et du privé que sans une bonne gouvernance, un pays n'a pas d'avenir. Pour le directeur des renseignements généraux, le commissaire divisionnaire Seydou Touré, les renseignements généraux sont un outil de bonne gouvernance, de préservation des richesses nationales et d'aide à la prise de la bonne décision. Nous sommes heureux de le recevoir parce que collecter un renseignement, c'est tout un cycle. Et quand le renseignement est confiné et mis à disposition, le gouvernement en fait un outil précieux. Une direction des renseignements généraux qui fonctionne avec les moyens vraiment adéquats, permet à l'État de bien gouverner. Car nous sommes un outil d'aide à la décision, mais à la bonne décision. Un fascicule renfermant toutes les missions et les prérogatives de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a été remis à la Direction des renseignements généraux. S'en est suivi un tête-à-tête entre les deux partenaires qui sont appelés à collaborer à travers leurs services d'investigation. Il y a 2 jours, l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, RMP, a organisé un séminaire de formation à Grand-Bassam. La cible, les députés membres du réseau parlementaire africain contre la corruption APNAC, section Côte d'Ivoire, ainsi que les présidents de commissions parlementaires. Le point avec Alvarassa.
L'Autorité nationale de régulation des marchés publics, ANRNP, l'Assemblée nationale désormais engagée pour relever le défi de la bonne gouvernance dans les marchés publics. Cette collaboration s'est formalisée à Grand-Bassam au cours d'un séminaire de 48 heures. Les députés membres du réseau des parlementaires africains contre la corruption, section Côte d'Ivoire, et les présidents des commissions parlementaires ont bénéficié d'une formation sur tout le système de la commande publique qui est l'une des modalités d'exécution du budget de l'État. Pour rappel, ce sont les députés qui votent le budget de l'État et veillent à son bon fonctionnement. En tant que parlementaires, nous avions une fonction importante qui est la fonction de contrôle de l'action gouvernementale. Et c'est en cela que le réseau a souhaité travailler avec l'autorité nationale de régulation des marchés publics, en savoir plus. Parce que pour contrôler quelque chose, il faut connaître la chose. En tant que représentants des populations, au-delà de ce rôle qu'ils font à l'intérieur de l'hémicycle, ils peuvent très bien les sensibiliser et leur dire les enjeux de la bonne gouvernance dans les marchés publics. Pour le Dr Ali Diomandé, représentant du président de la République Alassane Ouattara et président du séminaire, les enjeux de la collaboration entre les deux institutions sont l'efficacité et la crédibilité des passations des marchés publics en Côte d'Ivoire. Processus d'élaboration du budget et rôle de l'Assemblée nationale, procédure de passation des marchés publics et enfin régulation des marchés publics ont constitué les modules de formation des parlementaires. 4 États francophones d'Afrique se sont réunis à Abidjan cette semaine dans le cadre d'un atelier. Les réflexions ont porté sur la gouvernance des entreprises d'État pétrolières et minières. Ce qui est visé, évidemment, c'est la bonne gouvernance de ces structures étatiques. On en sait un peu plus avec Armand Bowie et Franck Audio. La société civile des pays francophones veut s'instruire sur la responsabilité des entreprises d'État exerçant dans le domaine pétrolier et minier, sur leurs relations avec les gouvernants, les procédures de négociation et de mise en œuvre des contrats. L'ITIE, c'est l'initiative de transparence des industries extractives. Et en Côte d'Ivoire, il existe un conseil national sur cette initiative de transparence. On s'intéressait beaucoup plus aux compagnies qui sont des consortiums ou des compagnies étrangères. Mais il se trouve que dans l'évolution du processus de transparence, il faut désormais prendre en compte les compagnies qui sont des compagnies nationales. L'atelier devra, entre autres activités, identifier les problèmes de gouvernance des dites entreprises. Activités qui, selon les participants, présentent un intérêt. L'Afrique de l'Ouest francophone regorge énormément de ressources pétrolières, gazières et minières. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous nous sommes réunis aujourd'hui dans le sens d'échanger sur les pratiques des différents pays et aussi faire des recommandations pour que la gouvernance au niveau de ces structures puisse changer. La plateforme de la société civile initiatrice de l'atelier est composée de 9 pays francophones d'Afrique, mais aussi des États-Unis d'Amérique. Deuxième titre de ce 20h, la conférence de presse animée avant-hier par le directeur de cabinet adjoint du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, Pierre Doux, a fait la lumière sur la situation des ex-agents déflattés. Il veut ainsi anticiper sur les menaces de grève annoncées dans les établissements sanitaires par les concernés. L'éclairage d'Herman Niamien. Depuis un moment, le syndicat des ex-déflattés agents de santé des CHU et autres établissements sanitaires menace d'entrer en grève. Selon le directeur de cabinet adjoint du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, cette menace de grève des ex-déflattés est relative à la mauvaise gestion de leurs salaires, notamment au retard de paiement, à la non-déclaration à la CNPS et au licenciement abusif. Nous payons les prestations acquises de droit. Nous savons par ailleurs qu'il y a des problèmes au niveau du retour peut-être qui est fait à ces agents, mais l'un dans l'autre, en tant qu'administration, nous sommes en train de voir comment aussi, de l'autre côté, nous allons pouvoir rencontrer donc ces prestataires pour que véritablement ils prennent leurs responsabilités. Selon le directeur de cabinet adjoint, les ex-déflattés sont des agents qui ont été licenciés dans le cadre du programme d'ajustement structurel décidé en 1998 à l'effet de réduire la masse salariale. Certains ont été rappelés par l'État et confiés à des sous-traitants pour leur utilité quant au bon fonctionnement du système sanitaire. L'État, en 1998,
n'a pas voulu laisser à la rue ce personnel indispensable pour nos structures sanitaires. Malheureusement, nos structures sanitaires deviennent le théâtre d'agissements impropres qui ne conviennent pas vraiment à notre environnement hospitalier. Le directeur des cabinets adjoints a fait remarquer que ces ex-déflatés ne jouissent pas du statut d'agent de la fonction publique. Par conséquent, le ministère de la Santé ne saurait être comptable du différend qui les oppose à leurs employeurs. Il les invite donc à privilégier le dialogue. Ce soir, on parle aussi agriculture avec la fin de la 4e édition des JAAD. Entendez les journées de l'administration agricole délocalisée. Ces assises ont pour objectif d'échanger avec les populations sur les problèmes du secteur en vue d'apporter des solutions. La présente édition s'est tenue dans l'est du pays. À l'occasion, le ministre de l'Agriculture a distribué des kits agricoles, notamment des tricycles, le tout d'une valeur de plus de 2 milliards de francs CFA. Ami Sissoko. Le ministère de l'Agriculture veut rapprocher l'administration centrale du monde rural. Une stratégie qui vise à recueillir les préoccupations des acteurs agricoles. Les journées de l'administration agricole délocalisée, les JAAD, plateformes d'échange entre ministères de l'Agriculture et producteurs, sont donc l'occasion de trouver des solutions aux problèmes des agriculteurs. Pour cette 4e édition qui concerne le bilan du Programme national d'investissement agricole PNIA, le ministre de l'Agriculture a effectué une tournée à Bondoukou, Koumfao, Manzanoua, Prendoukro et à Bangourou. Objectif s'enquérir de l'état d'avancement des projets du PNIA en faveur de l'anacad, du café, du cacao, du riz et du vivrier dans ces régions. Après ces visites, Mamadou Sangafoua Koulibaly a marqué sa satisfaction. En 2 années de mise en œuvre sur les 5 ans du Programme national d'investissement agricole, de façon générale, les productions de rentes ont connu une croissance de 15%. Et les productions vivrières ont connu une croissance de 28%. Bilan positif. Le Programme national d'investissement agricole estimé à 2040 milliards de francs CFA a pour but de lutter notamment contre la pauvreté, d'assurer la sécurité alimentaire et de générer environ 2 500 000 emplois sur 5 ans. Les meilleurs producteurs et coopératives ont reçu des kits agricoles et des tricycles, entre autres, d'une valeur de 2 milliards de francs CFA. Je suis très content pour ce que notre ministère de tutelle vient de faire. En tout cas, c'est un signe très encourageant, c'est motivant. Après l'étape de Gontougo et de l'Indénu Djouablé, ce sera bientôt le tour des régions de l'ouest du pays d'accueillir les journées de l'administration agricole délocalisée. La dégradation de l'environnement en Côte d'Ivoire inquiète le professeur Koulibaly Lansina. Il est le vice-président de l'université Nangui à Brogua. L'homme qui enseigne l'ingénierie environnementale était aujourd'hui l'invité du magazine du dimanche. Je vous propose de l'écouter. Nous avons une dégradation majeure dans tous les compartiments de notre environnement. Il est tout à fait louable de se poser la question si celui-ci n'est pas compromis. On a les pollutions diverses signalées, on a la dégradation du couvert forestier, on a même l'émergence de certaines maladies émergentes et réémergentes, on a la modification des écosystèmes. Mais à côté de tout ça, il y a quand même un effort qui n'a pas pu être souligné, qui est que l'État a consenti à créer une institution dévouée aux sciences de l'environnement et aux sciences de la nature, qui est l'université Nangui à Brogua, où il y a plus de 268 chercheurs qui cherchent dans le domaine de l'environnement, qui produisent des connaissances, mais lesquelles ne sont pas utilisées par l'État. Vous produisez et ce n'est pas utilisé par l'État. Nous produisons parce que ce n'est pas utilisé, nous ne sommes même pas consultés sur les grands défis de l'environnement. Mais, comme je l'ai dit, l'État ayant créé cette institution a permis un fort potentiel de production de connaissances et de formation de cadres. On a déjà une taxe qui existe, mais il faut aller vers la population qui doit contribuer. Elle est prête à contribuer, elle contribue déjà. Si vous vous promenez dans les communes, le minimum que la population paye pour se faire précollecter les déchets, c'est au moins 300 francs. Mais en même temps, les études techniques montrent que celles-là ne sont pas prêtes à payer à une institution formelle, qui est par exemple, je ne vais pas citer, mais qui serait l'organisation étatique, mais aller vers une institution qui permet d'avoir le service presté. Les propriétaires d'auto-écoles travaillent à baisser l'insécurité routière, une volonté salutaire quand on sait qu'on enregistre sur nos routes chaque année 6 000 accidents de la circulation.
Situation alarmante au cœur justement des réflexions des acteurs du secteur qui se sont réunis il y a 2 jours à Yamoussoukro. Franck Wadio. Conduire bien à tout moment de la journée, de jour et même de nuit, c'est l'idéal, mais hélas, de plus en plus, le nombre d'accidents sur nos routes est élevé, 6 000 par an en Côte d'Ivoire selon le ministère des Transports. Et la formation dans les auto-écoles est décriée. Justement, les auto-écoles, les acteurs ont décidé d'aller réfléchir sur les difficultés de la corporation à Yamoussoukro. Leur secteur est selon eux sinistré et souffre de divers maux. Nos tests sont trop vieux. Tout à l'heure, vous avez vu comment ça a été présenté. Ensuite, il y a l'uniformisation des prix. Nous avons des prix disparates qui ne correspondent à rien, qui ne représentent rien du tout et qui nous font faire la formation au rabais. 2 jours de travaux du 30 au 31 juillet, des travaux dont la tutelle, le ministère des Transports dit attendre beaucoup. C'est de les encourager à réfléchir par eux-mêmes et pour eux-mêmes à ce qu'il semble être bon pour eux. Accroître la compétitivité et réduire les accidents sur les routes, une mission pour les 150 voire plus de participants représentant diverses délégations de l'Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire. Au menu des réflexions, le statut juridique, la réforme des programmes et le coût de la formation. Des réflexions et des motifs de satisfaction à l'issue des travaux. Le taux d'accident va baisser en Côte d'Ivoire parce qu'on a mis l'accent sur la formation et l'évaluation. On a harmonisé les tarifs, ce qui nous causait préjudice à son temps, parce qu'aujourd'hui, personne ne peut se lever pour dire le permis de conduire coûte 35 000, coûte 20 000, coûte 10 000. Le monde de l'auto-école célébrant l'union, le veut commun désormais, la prise en compte effective de leurs propositions. L'Alliance nationale des transporteurs et conducteurs routiers, favorable à la cause du chef de l'État, poursuit ses tournées dans le pays. Après les étapes de Bassam, Gagnoa, Sikensi et San Pedro, l'Alliance était dans la commune de Treichville pour réaffirmer son soutien à l'Alliance RHDP. Abou Sanogo. L'Alliance nationale des transporteurs et conducteurs routiers RHDP sonne la mobilisation de toute la grande famille des acteurs du transport routier en Côte d'Ivoire et des usagers du transport autour de la réélection du président Alassane Ouattara, ainsi après Treichville, Adjamé, Abobo, Bassam, Sikensi, Gagnoa, Daloa et San Pedro, l'Alliance nationale des transporteurs et conducteurs routiers était à Treichville pour réaffirmer son soutien au RHDP et dire oui à l'appel de Daoukro. Il s'agit pour nous de lancer un appel pour que le scrutin qui va avoir lieu dans les mois à venir se passe dans un climat apaisé. Il s'agit pour nous de soutenir et de saluer la coalition au pouvoir, incarnée aujourd'hui par Alassane Ouattara et soutenue aujourd'hui par Henri Konan Bédié. L'Alliance nationale des transporteurs et conducteurs routiers RHDP a bénéficié du soutien du conseiller du président de la République chargé de la jeunesse et des sports et du président de la plateforme des mouvements de soutien à la réélection du président Alassane Ouattara. Je vais transmettre fidèlement ce que j'ai vu au président de la République. Je dirai au président de la République, monsieur le président, vous avez le soutien des transporteurs. Nous allons à les transporteurs pour leur dire qu'ils ont bien fait d'opter pour le président Ouattara. Parce que c'est eux qui doivent être bénéficiaires des grands travaux de routes, de ponts, d'échangeurs du président de la République. Une initiative saluée par la représentante du ministre des Transports, Gaoussou Touré. L'Alliance nationale des transporteurs et conducteurs routiers RHDP, parrainée par le ministre d'État Amadou Gon Coulibaly, secrétaire général de la présidence, sera très bientôt à Yamoussoukro pour une journée de reconnaissance au président Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara. Toujours dans l'actualité politique, la première convention du Front populaire uni, le FPU, elle a eu lieu vendredi à Yopougon sous le thème « Pour l'avenir de la jeunesse et des femmes de Côte d'Ivoire et pour le progrès social ». Le FPU engagé pour des élections apaisées. Au cours de ces rassemblements, Zadi Djedje, président du FPU, a été désigné candidat du parti à la présidentielle d'octobre prochain, alias Adou Abou Sanogo. Zadi Djedje Kera, président du Front populaire uni FPU, sera le candidat de ce parti à la présidentielle d'octobre prochain. Ainsi en a décidé la première convention du FPU tenue au baron de Yopougon. La Côte d'Ivoire a besoin de stabilité. La Côte d'Ivoire a besoin d'être développée. C'est pourquoi je suis candidat. Nous invitons la jeunesse à quitter dans la démagogie politique
Nous invitons les Ivoiriens à sortir massivement pour aller voir sur la liste électorale, si leur nom est inscrit sur la liste électorale, pour que le 25 octobre 2015, chaque militant puisse voter son candidat dans le calme, dans la sérénité. Un choix salué par l'ensemble des militants et des chefs coutumiers. Je demande à toute la jeunesse de prôner la paix et on va aller aux élections apaisées pour que le FPU, à travers son candidat Zahir Djidje, gagne les élections. Nous ne sommes pas militants d'un parti politique, mais nous sommes militants de tous les partis politiques parce que tous les politiciens sont nos enfants. Donc là où on parle d'organisation politique pour que le pays, la Côte d'Ivoire avance, nous y allons pour aider celui qui veut faire avancer la Côte d'Ivoire à le faire. Le Front populaire uni FPU a vu le jour le 19 avril 2014 et milite en faveur de la paix et la réconciliation pour une jeunesse émergente à l'horizon 2020. À l'étranger, en bref et en image, la mort de celui qui était présenté comme le numéro 2 du régime burundais de Pierre Nkurunziza. Le général Adolphe Nshimirimana a été tué lors d'une attaque contre sa voiture, un assassinat qui laisse craindre un durcissement du temps au Burundi. On termine en sport football avec la deuxième demi-finale de la 52e édition de la Coupe nationale. Elle a opposé au stade Robert Champreau de Marcory, la SEC Mimosa et le club Omnisport de Boisflé. La SEC est tombée sur le score de 4 tirs au but à 2. Le CO Boisflé a donc son ticket pour la finale de la Coupe nationale. Il retrouve l'Africa Sport d'Abidjan déjà qualifié. La finale est prévue à Daloa la semaine prochaine. Reportage. L'affiche ASEC Africa tant attendue par les supporters des deux camps en finale de Coupe nationale n'aura pas lieu cette année. Le CO Boisflé a déjoué les pronostics en s'imposant face aux jaunes et noirs. Une ambition affichée dès la 7e minute. Mamadou Diomandé obtient un penalty. Le but est signé Solomon Williams. Boisflé est lancé, Leiba Junior double la mise 30 minutes plus tard. La SEC Mimosa est menée 2-0. Les Mimosas réagissent avant la pause sur penalty provoqué et transformé par Traoré Moussa. Traoré et contre-pied. 78e minute, Brefo Mensa sauve l'honneur en égalisant pour la SEC. 2-2 après 90 minutes de jeu. Tir au but. Ablakor Yao Yves et Guindo Saliou n'assurent pas pour la SEC Mimosa, contrairement aux joueurs du CO Boisflé qui font un sans faute. 4-2. Le CO Boisflé revient 11 ans après son premier trophée de Coupe nationale. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de week-end sur RTI 1.